pour que vous puissiez avoir une autre perception des choses, que vous puissiez réfléchir pendant la période des, des vacances scolaires, qui est encore une autre étape. Hein, les vacances, 2 mois de vacances, c'est quand même un sacré lot, hein, pour nous, les parents, dans tous les cas, qu'on soit parents d'enfants neuroatypiques ou neurotypiques, parce qu'il y a quand même 2 mois, 2 mois où il faut occuper les enfants, où il faut passer du temps avec eux. Et on sait qu'il y a beaucoup de challenges, d'être tous ensemble tout le temps. Parce que des fois, ben, ça va exacerber la fatigue, ça va exacerber nos relations avec nos enfants. Donc voilà, ce sera l'objet, je pense, d'une prochaine conférence, comment on amortit aussi le fait de passer du temps ensemble et comment on le vit les uns et les autres, comment on peut améliorer les relations. Alors, donc, dans cette problématique des devoirs, je pense que des personnes vont arriver au fur et à mesure, mais on va commencer pour celles qui sont déjà ici. Dans cette problématique des devoirs, dans ce challenge des devoirs, je me suis posé la question, parce que c'est le cauchemar, on veut absolument qu'ils fassent leurs devoirs. Mais moi, je me suis posé la question différemment. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est vraiment le problème, les devoirs, en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière cette problématique des devoirs? Qu'est-ce qui se cache derrière ça pour nous? Qu'est-ce qui se joue, en fait, chez nous? Quand je me suis posé cette question, il y a quelques années, quand j'ai été vraiment confrontée à la difficulté d'avancer dans les devoirs, parce que j'ai fait comme beaucoup, j'ai imposé, j'ai crié, j'avais le dessus dans la période du primaire, mais bon, c'était quand même difficile à vivre, ça nécessitait beaucoup de temps, ça épuisait tout le monde, il y avait des cris, il y avait des pleurs, il y avait de la compréhension. Bon, à un moment donné, arrivé la sixième, ça a vraiment été compliqué pour moi dans cette histoire. Je pensais que c'était lui le problème. Je pensais vraiment que c'était lui le problème. Son TDAH, lui, la procrastination, tout ce qu'on peut savoir de tout ça. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvée face à moi-même dans cette histoire avec une psychologue. Et puis, me suis posé la question de me dire qu'est-ce que ça révèle en fait de moi. Donc, je vais vous poser cette question en fait. Qu'est-ce que ça révèle de vous, cette problématique des devoirs? La réponse qui en est ressortie pour moi en fait, c'est que les devoirs, c'est pas que une charge scolaire en fait, c'est une charge mentale énorme. Et c'est aussi, je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez, le miroir de nos peurs. En fait, pour moi, le fait qu'il ne veuille pas faire ses devoirs, le fait que ce soit si compliqué de s'organiser, de planifier, de comprendre, d'avoir envie de s'y mettre et tout ça, euh, pour moi, c'était signe que il allait rater sa vie. Enfin, tu fais pas ça, tu vas rater ta vie. Je suis nulle, je suis une mauvaise mère, j'arrive pas à le faire avancer comme je veux. On ne se comprend pas, il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il doit réellement faire. C'est pas, voilà, il y a vraiment un problème vis-à-vis de ça. C'est aussi que il est différent, donc il va être exclu. Il va être exclu des meilleures classes, il va être exclu avec les professeurs, il va être exclu avec ses camarades. Donc c'est un problème s'il ne fait pas ça, s'il ne réalise pas ça. Et puis, il y a cette peur qu'on nous juge et qu'on nous dise qu'on n'impose pas assez le cadre, qu'on ne sait pas faire, etc., etc. Donc, vous voyez, en fait, quand on est face à nos enfants qui refusent de faire les devoirs, qui n'ont pas envie de s'y mettre, il y a des raisons en plus à cela. Hein, il y a des raisons physiologiques, il y a des raisons liées au TDAH, au fait que les fonctions exécutives soient retardées, au fait qu'il n'y ait pas forcément de planification, de savoir de planification, au fait qu'en fait, ils aient peur également d'échouer. Il y a tout un tas de choses qui se jouent. Mais nous, en fait, on s'accroche à ces devoirs là comme à une liane, comme à quelque chose où en fait on a le sentiment que c'est concret en fait.
qu'on peut encore maîtriser cette chose, vous voyez. Et du coup, c'est le chaos. Mais si les devoirs sont bien faits, si c'est OK, tout va bien aller, on contrôle la situation. Et en fait, c'est nous qui sommes sous pression. C'est pas leur pression à eux. En fait, eux, ils sont souvent très plus détendus par rapport à ça. On peut leur poser du stress et des anxiétés aussi, mais ils sont plus détendus. Et en fait, c'est ça aussi qui crée le conflit. C'est que nous, on a l'impression qu'ils en ont rien à cirer, mais rien à cirer, alors que nous, on joue toute notre vie là-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis là, si vous voyez, si vous êtes d'accord avec ce que je vous dis, si vous vous retrouvez dans ce que je vous dis, si ça vous parle. J'ai l'impression, comme tu disais, oui, ça cristallise finalement toutes nos difficultés. Comme tu dis, bah, c'est ça, on a l'impression d'être la mauvaise mère qui ne sait pas gérer ses enfants, on n'est pas capable de le faire. Enfin, c'est vraiment, je crois, ce que tu disais, c'est ça, le mot, le signe miroir de nos peurs. Mais c'est vraiment ça. Exactement. Enfin, Et ça, c'est quelque chose dont on n'a absolument pas conscience. Quand on le vit, on est persuadé que c'est hyper important. C'est-à-dire que les devoirs, ça devient un oui, truc, mais si ça, c'est pas fait, toute notre vie, elle va partir en cacahuète. Et la leur. c'est ça. C'est un truc C'est vrai. complètement dingue. Non, mais rien que et des fois, ça me reprend encore, hein. Des fois, je suis là, ouais, le devoir, le ci, le ça. Je regarde les écoles directes ou les écoles futées ou les pronotes ou je ne sais quoi. Et je suis là, oh, je deviens dingue. Et en fait, si je fais le point, ouais, bon, je me rattrape, hein, je respire. Maintenant, j'ai des petits outils internes que j'ai mis en place. Et du coup, je me rends compte que c'est moi, c'est toi qui as la trouille. Et donc, souvent, ils vont vous le dire d'ailleurs. Arrête, tu me stresses. Donc, on crée Ouais, en plus du stress pour eux. Tu me stresses. Et c'est la réalité, en fait. On les stresse. Donc, on les stresse, on les met sous pression. On sait que la pression, c'est hyper mauvais pour le TDAH parce que plus on va lui mettre la pression, plus on va lui dire tu dois faire ça, plus il va avoir envie de faire autre chose. Plus ça va le compliquer parce que quand une personne qui a un TDAH doit faire quelque chose qu'il n'apprécie pas, son cerveau, il va faire des trucs tout bizarres dont on n'a pas, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Ça peut être comme pour faire les devoirs, comme pour aller se brosser les dents, comme pour n'importe quoi. En fait, le cerveau, il va se mettre à faire des choses complètement étranges qui va les éloigner petit à petit de la tâche qu'ils doivent faire. Et du coup, ça devient même une montagne d'effectuer cette tâche. Donc, il y a le côté cerveau TDAH qui s'y met, il y a nous qui sommes complètement cristallisés autour de ces devoirs, et en fait, ce qui se passe réellement, sincèrement, à l'intérieur de nous, moi, ça, c'est vraiment ce que je veux vous dire ce soir. Je vais vous dire une chose, c'est ce qui est important, c'est la qualité du lien que vous avez avec vos enfants. Et les devoirs, ça vole énormément de temps et de qualité de lien à cause de notre pression personnelle. C'est toujours un peu pareil. Ce que je vais vous dire, c'est qu'à un moment donné, oui, on peut remettre en question tout un tas de choses, nos enfants, le ci, le ça. Mais nous, il faut qu'on prenne conscience que même s'ils chutent, même s'ils n'ont pas le niveau qu'on attend, même s'ils ne font pas leurs devoirs, en fait, nous, notre job, c'est de créer un lien de qualité avec nos enfants. Et les devoirs nous volent ce lien de qualité. Parce que du coup, si vous le faites avant le dîner et que vous arrivez échevelé, que vous n'êtes pas content, que vous allez continuer pendant le dîner à en parler, que vous allez... Vous voyez, vous nourrissez quelque chose qui ne vous permet pas de tisser du lien avec vos enfants. Et ça, en fait, on n'en a pas conscience. Parce qu'on est persuadé aussi que c'est eux, comme ils obéissent pas, comme ils font pas ces fichus devoirs, comme ils font pas ce qu'on leur demande, c'est eux qui nous volent du temps de qualité. Alors, je sais que des fois, ça pince un peu. C'est pas tout à fait des fois agréable à entendre. Moi, j'avoue que je n'ai pas super bien pris à l'époque. Sur le coup, je savais qu'il y avait un truc. Je me sentais responsable de ça. Mais je préférais penser que c'était les autres, les devoirs ou autre chose, qui étaient le problème. Voilà. Le challenge. On n'est pas des problèmes pour nos enfants, mais c'est qu'on s'accroche des fois aux mauvaises choses. On met nous aussi nos focus au mauvais endroit. Parce que ce que vivent nos enfants,
de façon neurologique, émotionnelle et dans leur résistance, c'est vraiment ce qu'ils vivent en fait. Donc ça aussi, il faut bien comprendre que quand on est face à eux, qui a déjà eu cette journée intense d'école dans laquelle ils ont dû se concentrer énormément, il y a déjà beaucoup d'échappements et il y a aussi une tension qui s'est créée. Donc à un moment donné, déjà, ça c'est complexe. Ensuite, le traitement d'un cerveau TDAH, il est plus lent, va prendre plus de temps parce que c'est pas organisé de la même façon. En plus, quand ils sont enfants, ils sont en maturation ou adolescents. Donc, c'est plus lent. Ils sont déjà, leur mémoire de travail est déjà saturée par la journée. Leur système nerveux, il est déjà complètement en alerte parce que toute la journée, il a dû faire attention à ci, faire attention à ça. Donc, il est exacerbé. Et puis, on sait que d'un point de vue émotionnel, tout dépend de l'âge de vos enfants, mais ils ne savent pas encore forcément les réguler. Donc, des fois, plus ils sont petits, plus ça peut être dur. Et du coup, d'un point de vue émotionnel, ça peut vraiment rejaillir. À l'adolescence, vous allez avoir plus de conflits directs, mais dans l'enfance, des fois, ça peut vraiment faire péter le verrou, quoi, très vite, parce qu'il ne sait pas encore le réguler. Et puis, il y a un sentiment d'incompréhension. Donc, tu ne me comprends pas, tu ne me comprends pas, tu ne m'écoutes pas. Un sentiment d'échec qui peut aussi être là. Donc, je fais jamais bien, je fais jamais ce qu'il faut, c'est jamais OK. Ou alors un sentiment de décalage entre, et ça aussi je l'ai vécu plusieurs fois, entre ce qu'on pense nous, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire leurs devoirs, parce que chez nous, pour nous, c'était comme ça, et en fait la réalité du terrain. Parce qu'alors ça aussi, je ne sais pas vous, vous pourrez peut-être me le dire dans le chat, mais moi, en fait, je m'attachais à travailler d'une certaine façon, à rédiger, à faire des choses, pour qu'au final, bon, mon enfant me disait que c'était pas comme ça, c'était pas comme ça, que j'apprenne en vrai de vrai que c'est plus comme ça qu'on fait, et que moi, je n'en ai aucune conscience parce que moi, je vais plus à l'école. Donc, on nous demande d'assumer les devoirs, de faire ci, de faire ça, parce que si votre enfant n'est pas autonome, n'est-ce pas? Donc, il peut y avoir des enfants TDAH qui vont être autonomes, qui vont faire très bien leurs devoirs, etc., etc. Il y a des enfants qui vont y arriver sans aucun problème. Il y a des enfants qui vont, et notamment les filles. Alors les filles, ça va être plus cool, plus facile parce que elles vont avoir ce syndrome de la bonne élève, et c'est aussi pour ça que c'est des fois plus difficile à diagnostiquer ou même à croire que votre enfant a un TDAH. Mais les filles, elles vont surjouer le truc, surmasquer, donc, mais elles vont aussi exploser par moments. Enfin bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Mais du coup, nous, ce qu'on veut, c'est faire bien les choses. Est-ce que c'est vraiment pour nos enfants? Est-ce que c'est pas pour les enseignants des fois? Est-ce que c'est pas pour passer non plus pour les bonnes mères, sans vraiment prendre en compte tous les paramètres physiologiques, neurologiques et toutes les résistances qui sont dans le cerveau de nos enfants? Donc, oui, 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 c'est vrai, c'est du lourd, il faut y penser. Oui, il peut y avoir un épuisement parental lié à tout ça, mais en fait, si vous déplacez votre focus sur les bonnes choses, en fait, c'est mon expression, si vous déplacez votre focus sur d'autres choses, vous allez décongestionner toute cette partie-là. Donc, si nous, en tant que parents, euh, on va transmettre des choses qui vont être difficiles à comprendre pour nos enfants, comme la peur qu'ils échouent, la déception qu'on a, qu'ils ne fassent pas ce qu'on veut, comme on le veut, parce que c'est l'heure de faire les devoirs, mais ça ne représente pas de temps, mais tout ça. Et ou encore une grosse pression parce qu'on estime que la pression scolaire, que le scolaire, c'est ce qui est le plus important, eh ben, on va avoir des difficultés, comme je vous le disais avant, à nourrir la relation, avoir une relation de qualité. Et euh, ils ne pourront pas nous donner ce qu'on attend d'eux. Donc, ça va créer un conflit, ça va créer pour eux peut-être de la déception. Ils vont avoir peur de vous décevoir, ils vont avoir peur de mal faire. Et en même temps, cette peur, cette pression, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais ça donne dans leur vie quotidienne, ça va leur donner une pression supplémentaire.
Donc, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que oui, c'est compliqué, oui, c'est pas facile, oui, il faut faire les devoirs, parce que souvent on fait la remarque, oui, mais s'ils font pas les devoirs, ils vont avoir des remarques dans leur, bonsoir Mélanie, ils vont avoir des remarques dans leur cahier, ça va mal se passer, effectivement. Donc, dans un premier temps, il faut éclaircir le champ de bataille. Il faut retrouver un territoire neutre, safe pour tout le monde et redéfinir la relation autour des devoirs. Parce que au fond du fond du fond de vous en tant que maman, parce que là je vous dis pas ça pour vous juger, hein, vous le savez bien, je suis vraiment pas là pour ça, hein, je suis la même maman que vous. C'est pas vraiment des bonnes notes que vous voulez. Parce que toutes vos peurs que vous avez réveillées, ce que vous voulez, c'est pas ça. Ce que vous voulez, c'est qu'il grandisse convenablement, qu'il ait les mêmes chances que les autres, qu'il puisse avoir confiance en lui, qu'il puisse avoir des outils. Vous voulez l'outiller, vous voulez l'aider. En fait, au démarrage, c'est toujours pareil, ça part d'une bonne intention, cette histoire de devoir et de pression que l'on se met. Et il faut que vous puissiez, pour ça, pour créer ça, ces liens, il faut que vous puissiez créer un lien de sécurité qui soit durable. Donc, il va falloir que vous redéfinissiez votre posture parentale. En fait, vous ne pouvez pas rester sur vos positions. Donc, c'est toujours la même chose. Euh, je dis souvent aux mamans, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais bon, si on fait comme ça, alors on a perdu. En fait, vous n'avez rien perdu. Il y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. On n'a pas à gagner sur nos enfants et eux, ils ne veulent pas gagner sur nous. Une relation, elle se fait de façon naturelle, avec des moments d'échange, avec des moments où on est d'accord, pas d'accord, des moments où on doit imposer une autorité parce que c'est la sécurité, parce qu'il faut donner un cadre. Et puis, il y a des moments où on doit discuter, on doit avancer ensemble, main dans la main. On doit faire une co-création de notre relation. Parce que si vous co-créez avec votre enfant, votre relation dans la scolarité, ça va être même beaucoup plus facile d'aller voir les professeurs, voir les institutrices, parce que vous avancez avec votre enfant, vous lui faites confiance. Si vous êtes d'accord avec le fait qu'il ne travaille pas, qu'il fiche rien, que blabli, que blabla, et que en fait, à côté de ça, vous voulez expliquer au prof que oui, mais bon, c'est lié au TDAH, bah, ça va pas matcher. Ou à une autre pathologie, ou la dyslexie, ou peu importe. Il faut que vous compreniez votre enfant à 300%. Il faut que vous ayez confiance en lui. Donc pour ça, il faut que vous redéfinissiez votre posture parentale. Il faut que vous soyez, j'aime bien cette phrase, l'interprète de son fonctionnement et pas son contremaître, en fait. Vous devez comprendre comment il fonctionne. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui? En fait, ça, c'est la reconnexion. C'est là où vous allez reconnecter. C'est-à-dire que vous allez remplacer l'enjeu scolaire, n'est-ce pas, sur lequel vous misez tout, sur l'enjeu de la connexion avec votre enfant. Parce que ce qui est hyper important avec des enfants qui ont le TDAH, des troubles 10, d'autres troubles, pathologies, les TOP, et ça, c'est d'être connecté à vous et que vous soyez connecté à eux. Donc, dans vos attentes, dans nos délires à nous de maman, bien intentionnés, on se déconnecte en fait de nos enfants. On pense qu'on sait ce qu'il faut, comment ça se passe. Ça nous rassure, ça nous met une espèce de confiance, mais c'est totalement faux parce qu'en plus, c'est pas la vérité. On le sait, on n'est pas du tout en confiance vis-à-vis de ça. Donc, il faut garder un lien de connexion très important et vraiment, l'enjeu, c'est de comprendre son fonctionnement. Une fois que vous avez compris son fonctionnement, pas l'interprétation que vous vous en faites, pas ce que vous pensez qu'il faut qu'il soit, comment lui, il fonctionne réellement. Là, vous allez pouvoir vraiment beaucoup plus agir, vous aurez un levier vraiment beaucoup plus puissant pour agir. Donc, il faut créer un cadre qui soit souple,
parce que ça va souvent changer, fluctuer. Il va y avoir des moments où ça va aller, il va y avoir des moments où vous avez l'impression d'avoir mis des choses en place et puis finalement ça retombe. Il y a aussi les relations qu'ils vont entretenir avec les différents professeurs, les moments où ils vont peut-être paniquer, les moments où ils vont se sentir déconnectés, les moments où ils n'ont plus envie. Donc, il faut que ce soit souple, mais il faut que ce soit stable. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent rater, recommencer, demander de l'aide, ne pas être prêts, prendre leur temps, à quel moment on décrète que le temps, ok, il est dépassé. Il faudra aussi accepter peut-être de laisser tomber, de dire, ok, je laisse tomber aujourd'hui, on ne va rien faire. Menacer, mettre de l'urgence, tout ça, je le fais, encore ça m'arrive de temps en temps. Hein. Je sais qu'on sait que ce n'est pas la bonne façon de faire. On peut y mettre de l'enthousiasme, de la joie, du jeu, de la curiosité. On peut échanger autrement. On peut aussi se demander pourquoi ça coince, pourquoi tu n'as pas envie, pourquoi tu ne veux pas à ce moment-là. Voilà. Si vous connaissez le fonctionnement, vraiment, 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 la première étape du fonctionnement, c'est là-dessus que vous devez aller. Là, l'été arrive, vous avez peut-être l'opportunité de passer du temps différent où il n'y a pas les devoirs. Parlez-en avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils jouent? Pourquoi ils ont fait comme ça? Ils vous disent, hein, ils vous donnent tout le temps des réponses. Sauf que nous, les réponses, comme elles ne nous conviennent pas des masses, on les réinvente, on les réinterprète comme on le veut. Mais si vous êtes attentive, si vous recréez le lien, vous êtes attentive à ce qu'ils vous disent, vous allez vraiment avoir des surprises. Et puis aussi, s'ils vous disent des choses, vous allez pouvoir les noter mentalement où vous les notez et pouvoir les dire, les revoir avec eux. Vous allez pouvoir discuter, vous dire bah, comment tu as envie de travailler l'année prochaine, qu'est-ce qui t'embête, parce que moi, par exemple, ce qui était vraiment pénible pour lui, c'est que j'étais tout le temps sur son dos. Je disais que j'en avais rien à faire des notes, que je voulais qu'il s'organise, qu'il comprenne, qu'il sache faire, mais j'étais quand même tout le temps sur son dos. Donc pour lui, j'étais pas cohérente, j'avais pas confiance. Et il avait raison. J'étais incohérente, j'avais pas confiance, j'avais peur et je pensais savoir exactement comment il devait faire. Sauf que je parlais de mon fonctionnement à moi, celui que j'avais appliqué pour moi, qui était absolument pas le même que le sien. Donc j'ai appris à lui lâcher la grappe. C'est difficile, hein, c'est pas simple. J'ai appris à me dire que oui, quand je faisais tout pour lui, tout avec lui, c'était bah, plutôt 14 de moyenne et que là, c'est plutôt 11-12 de moyenne. Mais ça lui appartient. Ça lui appartient. Et en même temps, quand il a besoin maintenant, il sait me demander de l'aide. Je peux l'accompagner dans certaines choses. Je le soutiens, je lui fais confiance. Il est au lycée, c'est différent. Mais j'ai vraiment dû lâcher. J'ai décidé de plus du tout faire les devoirs avec lui. Mais quand des fois, il y a un truc qui ne va pas, qui doit rendre quelque chose, qui doit faire quelque chose, combien de fois j'ai colorié le dessin, terminé de colorier le dessin, combien de fois j'ai fait des choses, je n'ai pas fait à sa place. Il n'était plus en capacité de le faire. Donc, je l'ai aidé, mais on en a ri, on en a parlé. J'ai fait des exposés, j'ai fait des choses, mais dans lesquelles je l'ai inclus. Mais c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai tapé, c'est moi qui ai fait. Je me suis jamais dit je fais à sa place, donc il est nul, etc. Le cadre, il est là. On doit rendre des choses. Tu n'es pas en mesure de le faire. Ta capacité attentionnelle, elle est réduite. Ton émotionnel, ton verrou, il n'est pas OK. Je ne mets pas la pression. Moi, je suis là pour aider, pour soutenir, pour être un guide. Je m'en fiche qu'il ait eu 18, machin, c'est grâce à moi. Non, c'est grâce à nous, c'est notre collaboration. En fait, ce qui est différent aujourd'hui dans la relation, donc comment moi je vois les choses, c'est que je me dis pas c'est juste il l'a pas fait, il sait pas le faire. Je me demande, je me demande toujours qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui émotionnellement
qui fait que là, il n'est pas en mesure de le faire. Donc ça, c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Je peux vous dire, mettez un timer, faites la méthode des petits pas, 10 minutes, un quart d'heure. Ça, c'est des super méthodologies, hein. Vous pouvez mettre un timer, mettre du temps. Vous pouvez lui dire qu'il a 1 minute pour souffler, 5 minutes pour souffler. Alors, il faut éviter les jeux, les bidules, les machins. Ça, vous pouvez facilement le trouver partout. Toutes ces méthodologies, vous pouvez le trouver partout. Vous pouvez le trouver dans mon programme d'ailleurs, pour celles qui ont la chance de le suivre avec moi. Ça fait partie des outils que je vous donne. Là, ce dont je veux vous parler, c'est vraiment de comment vous pouvez vous sentir mieux nourrir votre relation. Parce que moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a coûté, et ça, si je peux faire gagner du temps aux autres mamans, c'est que ça m'a fait perdre beaucoup d'énergie et beaucoup de super moments avec mes enfants. Je, je, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais si je m'enfonce là-dedans, parce que entre nous, quand on élève des enfants, c'est le moment effectivement où ils vont à l'école. Euh, Pas de chance, hein, c'est un moment, voilà. Mais dans la vraie vie, c'est une anecdote l'école. Parce qu'au bout d'un moment, on a oublié les devoirs pas faits, les mauvaises notes, les ci, les ça, on va faire sa vie. Donc le plus important pour moi, c'est toujours comment je vais faire comment je vais faire euh, euh, pour ne pas vivre ça avec mes enfants. Comment je peux faire? Parce que moi, je veux pas qu'ils se souviennent de moi. Ben ouais, Mélanie, tu dis ça. Je veux pas qu'ils se souviennent de moi en se disant j'ai eu une mère qui m'a hurlé dessus, c'est pas le souvenir que je veux. Parce qu'après, ils s'en vont. À 18 ans, ils partent de la maison, 20 ans, 21 ans, 17 ans, peu importe. Et donc, ils adorent leur mère, mais ils la voient comme une hystérique qui était dingo des devoirs, quoi. Bon. Après, ça n'empêche pas de renourrir une relation sympa, mais c'est. Donc, moi, je me suis dit non, je veux pas ça. Je veux pas, c'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Et j'étais en train de devenir comme ça, hein. J'étais en train de devenir un dragon hurlant qui crachait du feu sur mes enfants parce que ils faisaient pas et parce que ça prenait du temps et parce que blabla et parce que j'avais autre chose à faire et puis je voulais faire à manger et puis j'avais envie de passer du bon temps avec eux, mais finalement je hurlais. C'était voilà. Donc, quand vous êtes dans ces moments-là, quand c'est dans le dur, parce qu'il faut quand même les faire les devoirs, j'en conviens, vous pouvez proposer de respirer ensemble, de rire, de vous moquer des professeurs, par exemple. Alors, je sais que des fois, on me dit oui, on ne se moque pas des professeurs, ça, mais des fois, il y a des profs qui font des trucs un peu bizarres, qui sont pas se moquer d'eux dans l'irrespect, c'est juste se dire ah non mais ça sert vraiment à rien et comment ils se comportent. Écoutez vos enfants qui vous racontent leur journée. Vous pouvez vraiment dire voilà et puis si c'est pas fini, c'est pas grave. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu veux que je finisse à ta place? Est-ce qu'on peut trouver une autre façon de faire? Voilà. Alors il y a voilà, on sait très bien que les enfants ils aiment faire les choses en bougeant. Vous avez plusieurs choses à faire. C'est pas contre l'école, hein. C'est pas contre l'école, mais on va pas sacrifier notre santé mentale pour un devoir pas fait, pas fini. Vous voyez, enfin, moi, je croise des mamans, des fois, ça me fait mal, hein. Je pense que j'ai été cette maman aussi, mais quand je les croise, ça me fait mal. Parce que je me dis, c'est pas possible, en fait. On est là sur le carnet de notes, sur le cahier de devoirs, comme si, en fait, c'était la seule chose qu'on avait à vivre. En plus, très sincèrement, si je dois aller au bout de mon raisonnement, c'est même pas notre job. C'est pas notre job. C'est au prof de donner, de donner l'envie de travailler, d'être les méthodologies et tout ça. Enfin, moi, je m'arrache les cheveux. Les méthodologies, elles ont changé. Ils vous donnent pas les méthodos. Vous avez des enfants TDAH qui prennent pas les cours. Vous demandez les cours. Ils ont pas de cours. Ils ont plus de cours maintenant. Alors, ouais, ils sont sortis. Ils ont plus de cours. Alors, voilà, je sais pas comment faire, hein, j'ai plus de cours. Donc on court après les cours, enfin, à un moment donné, moi j'ai plus eu envie de courir après tout ça. On fait comme on peut, mais je ne vais pas sacrifier ma santé mentale, celle de mes enfants. Donc c'est pas un abandon. Je vous dis pas vous abandonner, vous lavez les mains là des devoirs, pas du tout.
C'est juste accompagner-les autrement. Accompagner autrement, moins de pression là-dessus, ça va vous aider à obtenir bien plus de résultats, quoi. Mieux comprendre, hein, donc vraiment, je vous dis, comprenez ce qui se joue pour pouvoir ajuster. La compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de vos enfants, c'est votre meilleur levier. Et pour ça, il faut que vous ayez du temps de qualité et de la connexion parce qu'ils parlent souvent, alors ils parlent peut-être des cousus quand ils sont plus petits, ils ont du mal à ça, mais ils disent souvent des choses d'un sentiment qui ne s'expriment pas, qui ne savent pas exprimer leurs émotions. Ils savent le faire. C'est des fois mal emballé, c'est des fois très bruyant, c'est des fois, mais ils savent le faire, ils savent dire. Donc, nous, l'intérêt de nous, notre grande force, c'est qu'on doit capter ça et on doit le ressortir pour pouvoir les accompagner. Si on est en résistance, si on est en force, en conflit avec eux, parce qu'on sait comment ça se passe à cette phrase, j'ai dit. Moi, je sais comment ça se passe. Je sais ce qui va se passer dans l'avenir, si c'est comme ça. Je sais, je dois pointer, tout ça, on n'a peut-être pas tort de ce qu'on sait, de ce qu'on dit. C'est pas avoir tort ou raison. C'est-à-dire, on s'en fout. C'est même si on a raison, la façon dont on va leur donner notre raisonnement, ça va pas passer. Donc en fait, peut-être qu'on a raison, mais comme on utilise mal la façon, le vecteur, comme on n'utilise pas le bon vecteur, eh ben ça va pas passer. Et donc ça va créer des conflits et des tensions. Donc, on ne démissionne pas, en fait, de notre rôle de parent, mais on choisit ce qui est essentiel. Aujourd'hui, j'ai écouté, je suis en train de lire un livre, j'ai écouté le chapitre sur l'essentiel. Je trouvais ça super. En fait, il faut aller, les devoirs, c'est important, mais c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, pour moi, c'était, je veux comprendre ce qui se passe pour pouvoir les amener. Et je vois bien que là, vendredi, je me suis dit, vendredi, il y avait la fête de l'école de mon dernier. Et il veut retourner dans le circuit classique. Là, il est dans un circuit alternatif, dit alternatif. Et je discute avec le directeur et la directrice qui sont très sympas au développement. Et le directeur, il me dit, oh là là, mais ça va être dur là pour Gabin, parce que quand même, ça fait 4 ans qu'il est avec nous. On a tout fait. Je vous raconte ce qu'il m'a dit lui, parce que 10 minutes avant, je discutais avec sa femme qui est la directrice. Et il me dit, ouais, c'est chaud quand même, il a un poil dans la main, hein. Il me montre le poil comme ça, me fait rire. Et il dit, bah non, il n'a pas un poil dans la main, c'est juste qu'il apprend totalement différemment. Donc, oui, il ne va pas faire ses devoirs, il ne va pas faire le truc. Il dit, ouais, mais comment vous allez faire l'année prochaine? Je dis, on va faire, on verra bien. Je peux pas, je ne sais pas. Il a conscience, il a 13 ans aujourd'hui, il a conscience des enjeux. On verra, je ne me projette pas. Et donc, lui, il me dit ça donc, dans son discours. Et 10 minutes avant, je discutais avec sa femme et ça m'a fait rire parce qu'elle, elle m'a dit ah ouais, bon, de toute façon, gamin, il n'est pas scolaire, hein, mais qu'est-ce qu'il a changé là? Il est bien dans ses baskets, il est en relation avec les autres, il sait communiquer, il assume, il n'est plus dans le déni et tout ça. Donc, deux personnalités de l'enseignement complètement différentes. C'est-à-dire qu'une, bien qu'il ait envie de l'enseignement, que l'enseignement alternatif il dispense un enseignement alternatif, mais il est encore accroché à il faut faire ses devoirs, il faut apprendre ses leçons. Et la directrice qui, elle, dit bien sûr bien sûr qu'elle sait que ce serait mieux s'il apprenait ses leçons et s'il faisait ce qui était dans le cadre. Mais elle sait aussi qu'il est hors cadre. Donc, ce qu'elle a observé de lui, c'est comment il a évolué. Et moi, je l'ai remercié parce que ces 4 années qu'il a passées, s'il avait dû être sous pression de l'école, des devoirs, là, peut-être qu'il n'aurait pas été le même. J'aurais dû plus ramer. Là, j'ai eu un soutien. C'est un choix que j'ai pris. J'ai eu un soutien. Aujourd'hui, il a envie de retourner dans le cadre. Donc, il connaît les conséquences du cadre. Et donc, on verra bien. Mais il n'a pas un poil dans la main. Donc, je répondis à François, je dis non, il n'a pas un poil dans la main. C'est juste que lui, il apprend dans la vie. Il apprend dans la vie. Il a besoin d'être. Donc, quand il est assis à écouter un prof qui lui raconte de la géométrie, de l'algèbre, du français, pour lui, ça, c'est pas la vie. Et
je peux vous assurer que là encore très récemment, et elle me l'a encore dit, il a étoffé son vocabulaire. Il a étoffé son vocabulaire. Il regarde énormément de choses. Alors, peut-être qu'il passe trop de temps sur les écrans, on est d'accord. Mais il regarde énormément de choses. Il choisit ce qu'il regarde parce qu'on a toujours appris qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce que tu choisis de regarder, qu'est-ce que tu aimes et tout et tout. Il a développé un vocabulaire complètement incroyable et il est et enfin, je veux dire, il a pas il va avoir des difficultés à avoir des bonnes notes, mais il n'a aucun souci d'apprentissage. Il est en relation avec les gens. Maintenant, il sait même converser. Il arrive à rassembler ses idées, ce qui était difficile avant. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est que vous devez lâcher prise, mais pas abandonner en fait. Vos objectifs, vous devez avoir confiance en vos objectifs et en vos enfants. Et c'est pas les devoirs, je vous assure, qui vont vous donner ça. C'est le lien de connexion. Donc, on est bien d'accord qu'on n'est pas en train de laisser tomber, hein. On change de posture. Donc, je vous répète, hein, vous avez une autre posture que vous pouvez avoir. Donc, interpréter, être l'interprète de son fonctionnement, reconnecter avec vos enfants, un cadre souple mais stable, remettre un peu de joie et faire attention à leur état émotionnel et au vôtre. Quand vous sentez que votre état émotionnel est en train de switcher, moi, j'étais méchante en fait. En fait, ça commençait là, quoi. J'étais méchante. Et je me pensais juste. Et quand j'ai dézoomé, là, j'ai observé, je me dis, oula, c'est pas du tout juste, et méchante. Et en plus, tu l'as vécu, toi. Moi aussi, je l'ai vécu. Voilà, jusqu'à l'âge de 13 ans, ça a été très dur. À partir de 13 ans, ça a été différent. Mais jusqu'à l'âge de 12-13 ans, ça a été très dur. Parce qu'aussi, vous voulez qu'ils aient une bonne estime d'eux-mêmes et qu'ils aient confiance en eux. Mais si vous êtes tout le temps en train de les descendre, sous prétexte qu'il faut faire les devoirs, vous ne pouvez pas leur demander ça. Parce qu'ils construisent leur estime aussi sur ce que vous pensez d'eux et sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont capables de réaliser. Donc, on ne laisse pas tomber. On refuse juste, ça c'est quelque chose qui est important pour moi, d'être le relais du système. Le système, il est comme ça. Nous, on doit relayer, on doit être d'accord avec tout ça. Et donc, en fait, c'est comme si on n'est plus des parents, on est des émissaires des profs de l'éducation nationale. Moi, c'est pas OK, ça, pour moi. Moi, mon premier rôle, c'est parent. J'ai des valeurs, j'ai des principes, j'ai des tas de choses. Évidemment, l'enseignement, les apprentissages, c'est important, mais je ne suis pas un relais du système. Je suis une co-création avec le système, mais je ne suis pas un relais. Parce que moi, je suis le relais, mais quand je viens avec eux, quand je viens chez eux pour leur demander de l'aide, eux, ils m'envoient bouler. Bon, en France, en Suisse, je pense que c'est un peu plus cool. Quand même. Donc, ça, c'est important. Donc, refuser d'être un relais du système, ça, pour moi, ça me semble important. Alors, je le redis encore une fois, ça n'engage que moi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est juste mon expérience, ce que j'ai vécu et les résultats que j'ai obtenus avec ça, grâce à ça. Donc, reconnaître ce que vit l'enfant réellement, pas juste le besoin qu'on a de réaliser justement, d'être le relais de cette école, de ce système qui a besoin que les devoirs soient faits pour pouvoir valoriser, valider nos enfants. Bon, ouais, ça, c'est encore autre chose. Poser un cadre souple, stable et sans pression destructrice de la relation et aussi de la confiance et de l'estime de nos enfants. Créer du lien, je vais le répéter encore et encore et encore ce soir, créer du lien. C'est pas grave si la dictée elle n'est pas faite, c'est pas grave s'il se souvient plus des mots. Vous savez ça, moi ça m'a, c'est dingue. Ils connaissent sa leçon, ils l'apprennent de façon automatisée et en fait ça rentre pas. Et donc vous la recrachez, moi c'est ce qui m'arrivait tout le temps. C'est pour ça que c'était conflictuel avec mes parents, parce que du coup ils pensent que vous êtes bête ou que vous savez pas ou que vous avez mal appris. Sauf qu'en fait on a une mémoire de travail qui est beaucoup plus lente et qu'il faut du temps, plus de temps pour que ça rentre. Donc oui, ce serait génial si on pouvait s'organiser, tout ça, machin. Alors c'est pareil, vous allez devoir du jour au lendemain, il faut apprendre les leçons du jour au lendemain, il faut tout comprendre. Bah ouais, mais non. Ça ne marche pas comme ça en fait. Donc nous, on le sait, et plus on va le savoir, plus on va pouvoir l'expliquer. Et plus ça aura de valeur
aussi aux yeux du système. N'oubliez pas, on n'est pas un relais du système, on est une co-création avec le système. Donc, plus vous allez comprendre votre enfant, plus vous allez savoir son fonctionnement, pas théorique, pas juste. Parce qu'on parle de l'inclusion, on parle des aides, alors il faut les aider, il faut ci, il faut ça. Mais en fait, les personnes qui sont en face, alors elles y comprennent rien du tout, elles ne savent pas comment les aider, elles sont dépassées. Elles ont leur mode de fonctionnement, leur système. L'école, c'est un système qui est extrêmement rigide. C'est hyper rigide. Donc moi, j'ai vraiment dû démystifier l'école. Et ça fait un bien fou. Hein. Et ça ne fait pas de nos enfants des moins que rien, des personnes qui n'y arrivent pas, bien au contraire. Ils sont beaucoup plus engagés, ils ont beaucoup plus comment dirais-je, de lucidité par rapport à qui ils sont, par rapport au fait qu'ils n'aient pas envie de travailler, envie de travailler. Ils sont beaucoup plus lucides vis-à-vis de ça. Donc, ce qu'on veut construire aujourd'hui avec lui, c'est pas une moyenne. On s'en fout de sa moyenne. Ce qu'on veut construire avec lui, c'est réellement son avenir. Et donc, alors il y a des personnes qui vont me dire que l'avenir, c'est lié à la moyenne, qu'on peut faire les meilleures écoles, que tout ci, que tout mi. Sans doute. Mais déjà, c'est pas au primaire ou au collège, hein, ça se passe au lycée. Donc, ça, c'est à voir dans le temps. On peut laisser le temps au temps. J'ai connu des élèves vraiment qui ne foutaient rien, nullissimes, jusqu'au lycée, qui se sont révélés au baccalauréat. Hein, sa mère, elle a même appelé le rectorat pour être sûre que ce soit lui, et qui a fait, du coup, il est passé par la petite porte et qui a terminé major de promo d'une grande école. Donc, c'est-à-dire tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de bullshit, pardon de l'expression, qui est véhiculé par le système en lui-même. Parce que on pense que si tu as une bonne moyenne tout au long de ta carrière scolaire, tu vas avoir les meilleurs résultats derrière. Alors, oui, bien sûr, ça peut se faire, mais il y a aussi des personnes qui ont des parcours chaotiques. Combien vous en entendez qui ont eu des parcours chaotiques, qui ont des réussites extraordinaires derrière? C'est parce que, en fait, le système ne convient pas à tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas le meilleur dans le système qu'on ne va pas y arriver derrière. Donc, important, vous tissez le lien et vous créez de la confiance. Il faut que l'enfant ait confiance en vous. Parce que s'il n'a pas confiance dans le système, s'il n'a pas confiance en lui, il faut qu'il puisse se reposer sur vous. Et tant qu'on leur crie dessus, tant qu'on n'est pas OK, qu'on est là, sur les devoirs, ils n'ont pas confiance. Ils ne vont pas avoir confiance. Parce que quand ils ont confiance en vous, ils vont vous demander de l'aide. Ce qu'ils ne vont jamais faire s'ils n'ont pas confiance. Donc, il faut aussi créer cette capacité à être autorisé à demander de l'aide, peu importe qu'ils ne sachent pas, qu'ils comprennent ou pas. C'est vraiment important. Et puis, leur laisser leur liberté de penser différemment, de nous expliquer différemment. Moi, je n'ai jamais réussi à faire apprendre par cœur à mon grand. Il m'a toujours dit, je ne saurais le dire qu'avec mes mots. Donc, des fois, ça passe avec les profs, des fois, ça passe pas. Mais il ne pouvait pas. Le par cœur, il a du mal. Donc maintenant, par exemple, à la fin de seconde, il a compris qu'en fait, le par cœur, c'était utilisé. Alors, il pouvait recracher les mots, etc., mais il fallait qu'il utilise sa mémoire de travail. Donc, il fallait qu'il travaille plus longtemps. Parce qu'il fallait qu'il dorme dessus, qu'il comprenne. Donc maintenant, il a pigé le fonctionnement. Parce que je lui ai répété, je lui ai expliqué ce que c'était ce fonctionnement, que je comprenais qu'aujourd'hui, il n'était pas en capacité de le faire et que ça le gavait, que pour lui, c'était. Parce que moi, mes enfants aujourd'hui, je trouve le système, il est fait comme ça, ils travaillent que pour avoir des notes. Alors, ça, moi, ça me rend encore plus dingue. Parce que moi, j'ai envie qu'ils planifient, qu'ils organisent. Mais en fait, non, je travaille pour avoir ma bonne note. Tiens, j'ai ma bonne note, tout le monde est content. Parce qu'à l'école, on les valorise que sur les notes. On ne valorise pas leur personnalité. On ne va pas valoriser leur façon d'être, leur façon de fédérer leurs camarades, leur humour. On va pas du tout valoriser ça. Donc, c'est important que nous, on le fasse. Donc, liberté de penser différemment, d'apprendre différemment, et puis leur faire prendre conscience que leur estime de soi n'est pas liée aux notes. Et pour ça, il faut que nous, on soit réellement d'accord avec ça. C'est assez dur. Parce que moi, on m'a répété, mais la note, ça valide le niveau de votre enfant. Et après étude de la question, je vous assure que c'est pas vrai. Ça ne valide aucunement le niveau de votre enfant.
C'est juste un système. Il y a 8 modes il y a 8 modes d'intelligence hein, qui ont été définis par, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Bon, bref, il y a 8 modes d'intelligence. Je veux dire, on en utilise 2, la logico-mathématique et la linguistique à l'école. Donc, imaginez bien que si vous faites partie des 6 autres, vous allez avoir beaucoup de mal à développer vos capacités à ce moment-là dans l'enfance et dans l'école. Des enfants qui sont très très sportifs, il y a des enfants qui sont très manuels, il y a des enfants qui ont une compréhension à l'oral, de pouvoir discuter, il y a des enfants qui ont besoin de toucher, il y a enfin, d'ailleurs pas que des enfants, des adultes. Moi, j'ai plusieurs façons dont j'apprends les choses. Je mets du temps à enregistrer les choses. Je le sais encore maintenant. J'ai besoin de support pour m'aider. Je peux ne pas avoir confiance en moi. Et vous voyez, on est tous différents. Et pendant longtemps, je n'osais pas écrire sur les réseaux parce que je suis dyslexique, parce que je sais que je vais forcément faire des fautes d'accord, parce que, vous voyez, donc à un moment donné, j'ai arrêté avec ça. Parce que oui, il y a toujours la police de l'orthographe, il y a la police de je ne sais quoi, il y a toujours des gens qui vont vous dire que, parce qu'ils sont biberonnés à tout ça. Et je ne vais pas leur en vouloir. Ils sont dans le système, ça a fonctionné pour eux, ça marche top. Mais juste, ce n'est pas une réalité à 100%. Ce n'est pas un gage de réussite. Par contre, si vous êtes brisé par le système, parce que moi je l'ai vu avec mon mari, ça, c'est un gage de non-réussite, lié à la confiance que vous allez avoir en vous, à l'estime que vous allez avoir de vous-même. Alors, il y a des gens qui vont se bagarrer, mais ça peut créer vraiment, vraiment des difficultés. Et on sait que les personnalités avec des troubles, et notamment les TDAH, il peut y avoir des difficultés d'addiction, il peut y avoir des dépressions, des troubles du comportement alimentaire. Je veux dire, donc, rendez-vous bien compte de ce que ça peut générer. Je ne veux pas vous faire peur, hein. Je vais peut-être vous faire plus peur que l'école, peut-être que les notes, ça me dira comme ça, vous allez vous calmer sur la question. Mais c'est juste important. Si votre enfant, il a plus d'estime et plus de confiance en lui-même, parce que les notes, sa valeur est liée aux notes, au fait de faire des devoirs ou non, ça peut effectivement poser un problème dans l'avenir, mais ce ne sera pas à cause des notes. Ce sera à cause de l'image qu'il aura de lui-même, liée à ses fichues notes, effectivement. Donc moi, je vous propose vraiment de réfléchir à ça. On n'a pas beaucoup de temps dans la vie de nos enfants, en vrai de vrai, pour construire la relation. On a à peu près 17 ans, 18 ans. Bien sûr, on continue après, mais les fondements, ils se font là. Donc, si les devoirs, les cris prennent le dessus tout le temps, c'est aussi vous qui choisissez ça. Vous pouvez choisir autre chose, je vous assure. Vous avez l'impression que ce n'est pas un choix, mais on est toujours maître de ses propres choix. Surtout nous, on est les adultes. Alors, c'est sûr que vous allez dire, oui, mais il choisit, il faut rien, il procrastine. Oui, alors, c'est vrai. Mais il a un TDAH, il y a tout ce que je vous ai énuméré avant. Ils ont, disons, une régulation émotionnelle différente. Ils ont une façon d'apprendre différente. Ils ont vraiment, enfin, c'est physiologique, c'est complexe. Et c'est épuisant pour les parents. Donc, moi, je me dis toujours que ce que je veux le plus, c'est retrouver ma vitalité. Et ce que je veux, c'est les accompagner pour la confiance et l'estime. Donc, le choix que vous pouvez faire ce soir, c'est de vous dire que vous allez plutôt éduquer dans la connexion, dans la relation, nourrir votre relation avec votre enfant, comprendre qui il est, plutôt que dans la correction des devoirs, dans le besoin de le faire. Et si c'est ce qui vous anime, parce que c'est difficile de lâcher cette croyance, on peut le faire différemment. Vous pouvez choisir de le faire différemment. Moi, j'ai des parents, ils ne lâchent pas, mais ils choisissent de faire différemment et ça se passe mieux, de mieux en mieux. Parce qu'ils acceptent de lâcher certaines croyances, ils acceptent de faire confiance à leurs enfants, ils acceptent de suivre
leur intuition, quand vous connaissez vraiment bien votre enfant, vous pouvez suivre votre intuition par rapport à lui. Vous allez trouver des meilleurs mots pour lui parler. Moi, quand j'ai vraiment décidé de me focaliser sur eux, qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, je me suis rendu compte, j'ai commencé à trouver les meilleurs angles. Parce que je me suis libérée de la pression juste de faire les devoirs. Donc, j'ai eu des meilleurs angles d'attaque, j'arrivais à mieux louvoyer et tout, j'obtenais plus de résultats que quand j'étais en frontal. Mais pour ça, il faut bien les connaître. Il faut bien les connaître et bien les comprendre. Et donc, il faut recréer de la connexion. Parce que il y a certains enfants, les filles, les garçons, qui vont vous faire plaisir. Il y en a qui vont bien faire leurs devoirs, mais ça va aussi être au détriment d'eux-mêmes. Et pareil dans la relation, à un moment donné, si ça pète, ils vont vous dire j'en ai marre, je ne te supporte plus. Ça arrive aussi. Au début, ça se passe très, 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 très bien. Ils vont faire les devoirs, ils font tout ça. Et puis à un moment donné, bim, là, il y a une petite de 14 ans. Alors, sa mère, la pauvre, elle a pété les plombs. C'était chaud, quoi. C'était difficile pour la mère, elle ne comprend pas. Et elle ne supporte plus qu'elle soit sur son dos, parce qu'elle a craqué, en fait. Petite fille, tiens, prends ça et donne-le lui aussi. Elle a craqué. Donc, je m'occupe de Donc, tout du pour coup, maintenant, laisse-moi voir ton téléphone. Essaye. Voilà. Et du coup, c'est important de vous rendre compte que même si les enfants vous donnent le sentiment de faire leurs devoirs, d'appliquer les consignes, etc., ça peut aussi masquer quelque chose. Et à un moment donné, ça peut péter parce qu'il y a trop de pression. Il y a beaucoup de parents qui me disent aussi, il y a cette histoire de refus d'aller à l'école, de phobie scolaire, ça peut aussi être lié à ça. Des fois, on ne comprend pas, ce sont des élèves qui n'ont pas de soucis scolaires, parce que ça ne veut pas dire que votre enfant a des soucis, des mauvaises notes, hein. Attention, hein. Il y a des enfants qui ont de très bonnes notes et ça se passe très bien, des enfants plus moyens, il y a des enfants qui ont des vraies difficultés, pas forcément liées au TDAH, mais liées à des grosses dyslexies, comme j'ai pu l'avoir avec mon deuxième fils. Mais c'est que ils vont vouloir vous faire plaisir, ils veulent faire plaisir aux profs parce qu'ils veulent être aimés à tout prix, sachant qu'ils sont différents, mais ça peut aussi avoir une influence négative sur eux et ça peut aussi exploser à un moment ou à un autre. Donc, soit dans la colère, soit dans l'aggravation de certains troubles, soit dans la relation avec vous. Donc, à un moment donné, ils vous détestent. Est-ce que c'est à cause de toi, je suis sous pression, etc., etc. Donc, là, il y a divers contextes. Je vous ai donné les exemples des miens, de certains de mes contextes, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc, c'est pas un lieu de tension, normalement, les devoirs, hein, mais ça va pas s'effacer comme ça, hein, j'en ai bien conscience. Mais on peut changer vraiment les choses en apprenant vraiment à connaître notre enfant. Quand on le connaît, on peut lui apprendre à se connaître lui-même, à bien se respecter aussi. Et nous, à être cette référence de soutien stable et aussi lucide en fait face à la réalité des choses. Parce qu'on est plus raisonné quand on prend de la hauteur que quand on est directement. Enfin, moi, je ne sais pas si vous allez me dire ça, mais moi, par exemple, j'ai refait toute ma sixième, hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait tout, les devoirs, le ci, le ça. À un moment donné, je me suis dit, mais ça ne va plus dans ta tête. C'est-à-dire que je refaisais tous les cours. En plus, je ne comprenais rien dans certains trucs. C'était pour moi incompréhensible. Et ça m'a fait péter les plombs. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'ai choisi chaque jour de ne pas sacrifier mes journées sur l'autel des devoirs, mais par contre, je nourris des relations avec mes enfants. Bien sûr, quand je leur parle des devoirs, je leur en parle encore, ils m'engueulent systématiquement. Tu vois, tu parles de ça, bah oui, quand même, je veux quand même avoir un minimum d'informations, mais je ne nourris pas la relation avec ça. C'est important pour moi qu'ils aient un cadre, que ce soit stable, qu'ils comprennent les enjeux de l'école, qu'ils sachent que je serai toujours là pour eux, dans la difficulté ou dans la réussite, mais que ce n'est pas mon amour à eux, ma connexion, ma relation à eux, elle n'est pas conditionnée à ça. Évidemment, quand il y a des réussites, je suis extrêmement fière. Et quand ça va moins bien, eh ben, j'essaie de savoir pourquoi et de comprendre qu'est-ce qui se joue pour avancer. Voilà ce que je peux vous dire sur le cauchemar des devoirs. Je sais que ce n'est pas simple, qu'il y a un chemin à faire. Profitez de l'été pour discuter avec vos enfants, adolescents.
si vous en avez, de comment ils voient les choses. Donnez-leur aussi l'opportunité de vous expliquer dans un contexte un peu en dehors de la scolarité. Mettez en place pour la rentrée un nouveau système. Ne vous attendez pas à ce qu'il fonctionne. Ne mettez pas trop d'enjeux là-dessus, mais laissez-les vous surprendre. Laissez-les vous surprendre pour avancer. Voilà, mesdames, ça va être le moment de vous quitter. Si vous avez des questions, si vous avez envie de me dire quelque chose, c'est le moment d'ouvrir vos micros, de mettre vos caméras. Je vais boire un petit coup d'eau. Je sais que c'est un peu challenging comme conférence. Donc, dites-moi si quelqu'un a envie de me poser une question. C'est maintenant. Pas de question sur ça. Cette question, je suis étonnée. Ouais, pas encore de devoir. Ça commence l'année prochaine. Bon, ben voilà. Du coup, ça, c'est bien aussi parce que si je peux faire gagner du temps, si je peux faire gagner du temps aux mamans, ça, c'est parce que ça part vite le temps avec les enfants. Avec les enfants tout court. Le temps, il passe. Moi, j'ai fêté les 13 ans et les 16 ans de mes garçons, là. Je peux vous dire que, alors c'est génial, c'est top, j'adore finalement cette période. Mais je me dis, mon Dieu, tout le chemin parcouru. Ah oui, Carole, tu as loupé le début. Mince alors. Ben écoute, une prochaine fois, de toute façon, j'en referai une autre. Je vais refaire des conférences. Je vais faire un pack conférence pour l'été que je vous proposerai, que vous pourrez acheter. Si vous voulez, je suis en train de préparer un petit pack conférence. Les mamans qui sont sur le programme avec les cohortes, ont accès aux conférences. Hein, je les enregistre pour que vous puissiez les voir. Donc, voilà. Donc, il y aura l'une ou l'autre de ces conférences. Je vais faire des packs pour que vous puissiez vous immerger un peu pendant l'été, que vous ne soyez pas, n'ayez pas l'impression d'être toute seule sans moi. Pendant l'été, je couperai un peu les réseaux parce que j'y suis quand même beaucoup, donc je fais quand même un petit break. Mais voilà, donc il y aura un petit pack avec les conférences. Vous pourrez les avoir. Et puis après, quand vous les avez, vous les aurez à vie, donc à regarder quand vous voulez. Et bien super, merci Carole, Mélanie d'avoir été là, Marie, Stéphanie qui était là aussi et Dadivic. Je ne connais pas ton prénom, mais en tout cas, merci beaucoup. Passez une excellente soirée. On se retrouve dans pas longtemps. Je pense refaire une prochaine conférence. Je n'ai pas encore choisi le thème, mais peut-être encore avant la fin du mois de juin. Voilà, je vous embrasse bien fort. Excellente soirée à vous. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.